Alors Daniel, Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés hier en Israël pour débattre essentiellement de l'avenir de la bande de Gaza. Oui, effectivement, à l'ordre du jour, avant tout le désarmement de la bande de Gaza. Il faut rappeler que Witkoff et Kushner sont tous deux membres du comité exécutif qui doit superviser l'avenir de la bande de Gaza. Mais le second sujet important à l'ordre du jour est également la réouverture du poste de passage de Rafah qui aurait été convenu il y a plusieurs jours entre Israéliens et Américains. Hier, les deux conseillers ont rencontré Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre leur a réaffirmé l'opposition d'Israël à toute présence turque ou qatari dans la bande de Gaza. Selon certaines sources, les Américains seraient en pourparlers directs avec le Hamas sur la démilitarisation du mouvement terroriste dans la bande de Gaza. Côté israélien, on affirme qu'il n'y aura pas de repli des forces israéliennes de la ligne jaune tant que le Hamas ne sera pas désarmé et tant que la dépouille mortelle de Ran Gvili ne sera pas restituée. Et cette visite de Jared Kushner et Steve Witkoff intervient dans un contexte de très vive tension autour du dossier iranien. Oui, c'est le deuxième dossier qui sera étudié, qui a été étudié dès hier soir par Jared Kushner et Steve Witkoff avec Benyamin Netanyahou. Cette visite coïncide donc d'ailleurs avec la visite en Israël du commandant de la CENTCOM américaine, l'amiral Brad Cooper, et cela pourrait laisser sous-entendre que les Américains coordonnent étroitement avec Israël leur probable future offensive contre le régime iranien à Téhéran. Hier, l'amiral Cooper a rencontré à la Kiryat l'état-major, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, et le commandant des renseignements militaires, le général Shlomi Binder. Il est probable que celui-ci ait fourni des détails très précis sur les dernières informations recueillies par Israël en Iran. Côté israélien, on est dans une vigilance maximale en perspective d'une opération militaire américaine, mais aussi afin de prévoir la riposte des Iraniens qui pourrait se traduire par des salves de missiles balistiques en direction du territoire israélien. Pendant ce temps, le porte-avions Lincoln et la flotte américaine qui l'accompagne sont toujours en route vers le golfe Persique et l'on estime en Israël que le porte-avions sera à l'approche du golfe dans les tout prochains jours. Pour l'instant, le commandement de la défense passive israélienne appelle le public à continuer à vaquer à ses occupations tout à fait normalement. Ceci étant, en Iran, plusieurs informations ont été révélées hier soir. Oui, la première se rapporte à l'ayatollah Khamenei qui a été acheminé vers un bunker protégé profondément sous terre, apparemment du côté du nord de la ville de Téhéran. La seconde est qu'avant d'être ainsi installé d'urgence dans ce bunker, le guide suprême aurait procédé à un remaniement à la tête du pays afin de permettre une sorte de continuité du pouvoir s'il devait disparaître, et il aurait donc confié le pouvoir à son fils. Et enfin, ce matin, on a appris que la répression se poursuivait contre les opposants au régime et que contrairement aux promesses faites par le régime iranien à Donald Trump, les exécutions sommaires se poursuivaient. D'ailleurs, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est généralement très anti-israélien, a adopté hier une résolution condamnant la répression en Iran et a appelé à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. Enfin, pour clore ce dossier, le vice-commandant des gardiens de la révolution iranienne, Ahmed Wahiti, a déclaré que son pays ne se rendra jamais. Il a affirmé que l'Iran est sorti de la guerre des 12 jours plus fort que jamais et qu'il était prêt à riposter à toute initiative aventurière, a-t-il dit, de l'ennemi. Autre dossier, Daniel, à l'ordre du jour, la relation entre Israël et la Syrie. Oui, selon certaines sources, des responsables israéliens et syriens doivent se rencontrer prochainement à Paris pour tenter de parvenir à conclure un accord de non-belligérance entre les deux pays. Cet accord serait supervisé par les Américains là encore, mais ce n'est pas tout. Un tel accord pourrait porter également sur l'instauration d'une coopération économique entre Jérusalem et Damas. Ces relations pourraient alors aboutir à moyen terme à l'ouverture d'une ambassade israélienne à Damas et à l'entrée de la Syrie dans les accords d'Abraham. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, s'en est pris à nouveau au président de la Cour suprême. Oui, le ministre Yariv Levin a affirmé qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du juge Yitzhak Amit parce que son élection à la présidence de la Cour suprême n'a pas été conforme à la loi. Selon Levin, la majorité du peuple ne reconnaît pas également l'autorité du juge Yitzhak Amit. Le ministre a appelé à la commission des nominations de juges à accepter de se réunir pour élire les juges de la Cour suprême dans le cadre d'un accord de compromis. Et puis pour terminer, une déclaration qui n'a pas manqué de faire grincer des dents en Israël. Oui, il s'agit des propos assez inattendus tenus par l'ex-mythique chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, le célèbre Zubin Mehta. Mehta a annoncé l'annulation de tous ses concerts en Israël pour l'année 2026. Il entend ainsi protester contre, je cite, l'attitude du Premier ministre, en particulier dans le dossier palestinien. Zubin Mehta a émis l'espoir que le dossier du peuple palestinien sera au cœur des prochaines élections en Israël, mais il affirme ne pas en être sûr. Il faut rappeler que Zubin Mehta a aujourd'hui 89 ans. Il est d'origine indienne et a été le chef de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, tenez-vous bien, pendant plus d'un demi-siècle.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera légèrement plus doux et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Saada. Daniel, bonjour, Boker Tov. On a besoin de votre éclairage sur les deux grands dossiers à l'ordre du jour aujourd'hui. La seconde phase du plan Trump dans la bande de Gaza et l'imminence ou pas d'une opération militaire américaine en Iran. Alors on va commencer par le dossier de Gaza avec ce sentiment que le dossier de Gaza est en train de devenir un dossier international. On l'a vu la semaine dernière à Davos, le président Trump a créé son Conseil de la paix, même s'il s'agit en attente d'une sorte de début d'alternative à l'ONU, on ne sait pas encore, mais on a véritablement le sentiment que ce petit lopin de terre de la bande de Gaza est en train de devenir, on va dire, une affaire tout à fait internationale sur le plan diplomatique. Est-ce que ça handicape Israël, à votre avis ? Je crois que vous avez tout à fait raison dans votre analyse. Tout a commencé avec le plan de paix qui a été présenté à la mi-septembre par le président Trump à propos de la fin de la guerre à Gaza. Et nous avons tous le sentiment, en effet, que, un peu comme la formule selon laquelle l'appétit vient en mangeant, le président Trump s'est pris au jeu de régler les affaires internationales. Et ce Conseil de la paix qui, au départ, avait comme objectif très précis d'être l'organe qui allait mettre en place la fin du conflit à Gaza et la reconstruction de la bande de Gaza, eh bien, devient aujourd'hui une sorte d'alternative au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous l'avons vu la semaine dernière au Forum économique mondial à Davos, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard que ce soit au Forum économique que ce Conseil international, ce nouveau Board of Peace, ce Conseil international de la paix, ait été lancé, cette fois-ci à l'échelle mondiale, car je crois qu'il y a là vraiment l'expression de ce que certains appellent non plus la diplomatie traditionnelle, mais la diplomatie, la diplomatie du deal. Il y a aujourd'hui un shérif mondial, en la personne du président Trump, qui prend acte de la faillite des organisations internationales, parce que quoi qu'on en pense, l'ONU est en bout de course, on le voit sur nos dossiers, mais on le voit également sur d'autres dossiers, la guerre en Ukraine notamment, les conflits régionaux et sous-régionaux qui n'ont jamais trouvé de solution, en tout cas dans la dernière décennie. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui la nécessité d'une refonte du multilatéralisme tel qu'il avait été conçu après la Seconde Guerre mondiale. Et le président Trump entre dans le jeu avec l'autoritarisme, l'entrain, l'enthousiasme que nous le connaissons, et essaye aujourd'hui d'imposer un nouvel ordre mondial. Alors pour revenir très précisément à la question que vous avez posée, est-ce que cela risque de nous gêner ? Incontestablement, oui. Aujourd'hui, le président Trump est à nos côtés, à bien des aspects. Il faut évidemment ne pas s'en plaindre, mais nous savons qu'il y a des limites qui peuvent être posées. Nous le voyons déjà, les conditions qui avaient été posées très précises pour la phase 2 du plan Trump ne sont pas réunies. Le dernier otage assassiné n'a pas été restitué. Nous sommes très loin du désarmement total du Hamas, nous sommes très loin de la démilitarisation de la bande de Gaza, et pourtant on envisage d'ores et déjà de rentrer dans cette phase 2. Donc on voit bien que nous risquons d'y laisser des plumes, mais de notre côté, nous savons qu'il y a une relation étroite extrêmement efficace entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump. Il ne faut pas la dénigrer, c'est une relation personnelle importante. Et quand on voit la personnalisation des relations internationales autour de la personnalité du président Trump, on ne peut pas nier que cette relation personnelle va sans doute nous aider à tirer notre épingle du jeu. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui aujourd'hui en Israël critiquent cette situation et disent finalement, on vous l'avait bien dit, il fallait que le gouvernement israélien propose
une sortie de crise dans la bande de Gaza. Ça n'a pas été fait. Netanyahou s'est laissé embarquer dans le plan Trump et que finalement Israël se retrouve sans avoir désarmé le Hamas après 2 ans de guerre, avec la Turquie et le Qatar qui risquent de jouer un rôle déterminant dans la bande de Gaza, sans véritable acquis concret sur le plan sécurité. La critique est légitime, mais elle est également très facile. Il faut dire les choses comme elles sont, de mon point de vue. Nous avons mené une guerre dans les conditions que nous savons pendant 2 ans et nous n'avons pas réussi à ramener les otages. C'est le président Trump qui a réussi en une journée à imposer le retour des otages à la mi-septembre dernier. Nous nous en souvenons tous. Il n'y a pas de solution militaire à proprement dit. La solution militaire a permis de porter un coup extrêmement sévère aux capacités et aux infrastructures du Hamas, mais ne les a pas entièrement détruites. Et nous savons que même si nous avions continué cette guerre pendant des mois supplémentaires, nous n'y serions pas arrivés compte tenu de tout ce que nous savons, les difficultés du terrain, le caractère particulier de cette organisation terroriste qui utilise la population civile en bouclier humain, les infrastructures souterraines qui ont été construites pendant plus de 20 ans, etc., etc. Donc, prenons en compte ce que nous avons et les acquis qui ont déjà été apportés. Comme je le disais tout à l'heure, oui, le risque de voir le Qatar et la Turquie intégrer ce Conseil de la paix soit lié à la reconstruction de Gaza et se trouve sur le terrain est un risque majeur. Je crois que la relation personnelle entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump, entre l'administration, parce que ce n'est pas seulement, alors je parlais de la personnalisation de la diplomatie sous l'autorité du président Trump, mais il y a également une administration derrière. Nous avons énormément d'amis au sein de cette administration. Je crois que nous allons réussir à limiter les dégâts. Lorsque vous dites limiter les dégâts, ça veut dire certainement pas se retirer pour l'armée israélienne de la ligne jaune tant que le Hamas n'est pas désarmé? Ça peut être une des prérogatives que nous maintiendrons. Le désarmement, la démilitarisation doit rester l'objectif ultime. Vous savez, je ne crois pas que les choses se feront. C'est déjà un miracle que le retour des otages vivants et de la quasi-majorité, totalité des otages assassinés ait pu avoir lieu. Nous n'y pensions pas, nous en rêvions, nous le prions, nous fantasmions, mais rappelons-nous cette journée où nous avons vu tous les otages vivants revenir d'un seul coup sur le territoire israélien. Donc, continuons à espérer, continuons à œuvrer, à travailler pour que nos intérêts soient sauvegardés. Mais quoi qu'il en soit, la bande de Gaza de demain ne sera pas la bande de Gaza du 6 octobre 2023, de la veille du 7 octobre. C'est déjà un acquis important. Il ne faut pas l'oublier. Alors ça, c'est effectivement un acquis important. Alors je voudrais que l'on se déplace vers le Moyen-Orient et que l'on aille vers l'Iran parce que, eh bien, effectivement, on est tous dans une sorte d'attente concernant l'imminence d'une opération militaire américaine contre le régime des Mollahs. On ne sait pas trop quand est-ce que cela va intervenir, mais visiblement, ces derniers jours, on est passé d'une forme d'expectative ou de tendance à une négociation éventuelle entre les États-Unis et l'Iran, mais à un retour de l'option militaire qui semble être aujourd'hui la plus favorisée par les Américains. D'abord, la présence du commandant de la CENTCOM ici en Israël pour une visite et des rencontres avec l'état-major, c'est la preuve qu'il y a une étroite coordination entre Israël et les États-Unis en perspective d'une telle opération. Oui, une étroite collaboration, il n'y a aucun doute là-dessus, et nous l'avons vu lors de la guerre Am-Kelavi. Rappelons-nous que l'intervention américaine aux côtés d'Israël lors de l'opération en Iran pendant cette guerre des 12 jours. Donc incontestablement, il y a cette coopération stratégique et militaire, mais je crois que votre question rejoint un peu le débat que nous avons eu juste avant. L'Iran d'aujourd'hui ne sera pas l'Iran d'hier. La situation dans laquelle Israël a tenu pendant ces 20 dernières années un discours pour mettre
en alerte le monde sur le danger iranien. Nous n'avons cessé, moi-même, au cours de ma carrière, sur mes 33 ans de carrière diplomatique, je crois facilement pouvoir dire que les 20 dernières années ont été, quels que soient les postes que j'ai occupés, ont été occupés, prédominés par la question iranienne. Sur tous les fronts, sur tous les continents, à tous les niveaux, nous n'avons cessé de mettre en danger, de mettre en exergue le danger de l'Iran sur l'aspect nucléaire, sur l'aspect balistique. Aujourd'hui, cette question est devenue la question du monde entier. Elle n'est plus seulement un danger pour Israël, elle est aujourd'hui clairement un danger pour le monde entier. La situation intérieure en Iran devient aujourd'hui une question qui préoccupe toutes les gens, et j'ouvre une parenthèse importante. Le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui dans la répression, dans la brutalité de la répression, quand je pense que nous sommes accusés de génocide, alors qu'il y a aujourd'hui des milliers de morts. Jeudi, le Conseil international des droits de l'homme, une organisation non gouvernementale qui scrute ce qui se passe en Iran, qui est basée à Toronto, a publié un chiffre effrayant, vertigineux. On parle de plus de 40 000 morts en moins de 3 semaines. Si vous le projetez sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé pendant 2 ans à Gaza, on arriverait à un chiffre effroyable de plus d'1,5 million morts si la répression durait 2 ans en Iran. Donc, où sont les chancelleries occidentales? Où sont toutes les bonnes consciences qui n'ont cessé d'hurler et de nous incriminer de génocide quand on voit la brutalité de cette répression aujourd'hui en Iran? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience du danger, aussi bien au plan interne qu'au plan international, et que cette question va être tranchée. Alors j'ai une question parce que c'est vrai, vous le dites vous-même, 20 ans, les 20 dernières années ont été consacrées, surtout par Binyamin Netanyahou, à la préparation de la fin du régime de l'Iran. Et là, on a eu le sentiment qu'avec la révolte, avec l'opposition iranienne, dans la descente dans les rues de centaines de milliers de personnes, il y avait une occasion d'affaiblir le régime. Et là, ce serait apparemment les Israéliens qui auraient empêché le président Trump d'attaquer, qui lui aurait suggéré d'attendre un peu, alors qu'on se serait attendu à ce que ce soit Netanyahou, qui est, on va dire, le père de la mise en avant de la menace iranienne, qui lance une opération, comme ça s'est produit en juin dernier. Alors, il semblerait que la semaine dernière, nous avons freiné, et puis il semblerait que cette nuit, ce soit l'inverse, puisque, selon plusieurs informations, le gouvernement israélien a prouvé au président Trump que les mollahs lui ont menti et qu'il y a bel et bien eu des centaines de pendaisons. Donc, vous voyez une chose et son contraire. Je crois que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Je crois que c'est la formule la plus claire à propos de ce qui se passe actuellement en Iran, à ce qui se passe entre nous les Américains. Attendons de voir, mais je suis convaincu que l'Iran va tomber, je suis convaincu que le régime des mollahs va tomber, je suis convaincu que la menace iranienne contre Israël va s'amoindrir pour ne pas peut-être disparaître. En tout cas, nous avons le droit d'y rêver. Nous avons le droit de rêver d'un nouveau Moyen-Orient où il y aurait une situation tout à fait nouvelle pour Israël, à nos frontières directes, avec ce que nous voyons déjà devant nos yeux, l'affaiblissement du Hezbollah au nord, la quasi-disparition, en tout cas pas totale, pas encore malheureusement totale, mais en tout cas une très forte atteinte aux capacités du Hamas dans la bande de Gaza, le régime de Bachar al-Assad qui était l'allié de l'Iran qui est tombé, les proxys iraniens qui sont en train de s'affaiblir les uns après les autres en Irak, au Yémen, les Houthis. Ouais. Donc le nouveau Moyen-Orient est en train de s'installer. Et vous pensez par la dynamique de la paix, il est venu par la force que nous avons réussi à prouver au cours de ces 2 dernières années. Et vous pensez, Daniel, ce sera ma dernière question, que justement pour faire le lien entre les 2 dossiers que l'on a traités, est-ce que vous pensez que finalement la chute du régime des mollahs affaiblira plus encore le Hamas et l'obligera peut-être à déposer les armes, ou en tout cas à peut-être avoir beaucoup moins de poids qu'il n'en a aujourd'hui dans la bande de Gaza, ou dans ce qui reste sous son contrôle dans la bande de Gaza ? Je crois sincèrement que la chute
inéluctable du régime des Mollahs entraînera avec elle la chute inéluctable de tous ses alliés, de tous ces mouvements terroristes qui ont été renforcés, soutenus, financés, armés au cours des 20 dernières années par le régime iranien. Donc incontestablement, les menaces qui se sont développées à nos frontières et au-delà de nos frontières au cours de ces dernières années est en train de disparaître. Et comme je le disais juste avant, ce nouveau Moyen-Orient qui est en train de se dessiner, c'est fait grâce à la force, grâce à la stratégie que nous avons développée, à l'ampleur de la réponse que nous avons apportée au massacre du 7 octobre, et non pas par la dynamique de paix que certains avaient pensé installer dans la région il y a un peu plus de 30 ans. Nous avons aujourd'hui une situation dans laquelle la force d'Israël, à tous les niveaux, sa force militaire, sa puissance technologique, sa puissance économique, sa puissance scientifique est en train d'être installée durablement dans la région, et nous avons tous le droit aujourd'hui, malgré les épreuves que nous avons traversées et celles que nous risquons de traverser à nouveau dans les jours qui viennent, je crois que nous avons tous le droit de rêver d'un nouveau Moyen-Orient plus apaisé. Eh bien, on va rester sur cet espoir et on le partage avec vous. Merci beaucoup, Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué aussi clairement donc les dernières démarches diplomatiques, on va dire, et même sécuritaires entre les deux dossiers, la bande de Gaza et l'Iran. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Nous sommes en direct avec Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Bonjour Dov. Bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative extrêmement intéressante de chrétiens qui parlent aux chrétiens et qui en ont marre, qu'on critique Israël à tire-larigot, qu'on condamne les Juifs d'être des colons, donc on dit que les Juifs sont des génocidaires, etc. Donc depuis plusieurs mois, un phénomène préoccupant traverse le monde chrétien. Face aux images tragiques venues de Gaza et la souffrance bien réelle des civils, en particulier des enfants, de très nombreux chrétiens, mus par une compassion sincère, se laissent entraîner vers des discours religieux extrêmement critiques à l'égard d'Israël. Et donc cette initiative dont je vais vous parler, c'est des gens qui vont s'opposer à ce discours qui se prétend chrétien et qui condamne Israël en disant qu'en fait les Juifs n'ont rien à faire sur leur terre, etc. Donc la compassion est légitime, mais la compassion n'exonère jamais du discernement, car certains de ces discours qui se présentent comme chrétiens contredisent en réalité le cœur même de la foi chrétienne et l'enseignement officiel de l'Église depuis Vatican II. Rappelons d'abord une évidence théologique. On ne peut pas être chrétien sans reconnaître ses racines juives. Jésus était juif, il est né juif, il est mort juif, il a prié comme juif, il a vécu comme juif. Sur la croix, selon l'Évangile, il était écrit clairement Jésus, roi des Juifs. Le christianisme est incompréhensible sans le judaïsme, c'est un acquis fondamental de Vatican II, notamment dans Nostra Aetate. Deuxième évidence, pour l'Église, les Juifs ne sont pas des colons en Judée. Quand on creuse en Judée, on trouve des pièces écrites en hébreu. Évidemment, le peuple juif est un peuple autochtone de cette terre qui revient sur sa terre, lié par une histoire, une foi, une langue, une mémoire millénaire. Le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale n'est pas une anomalie coloniale, mais un fait historique unique, reconnu aussi bien par la tradition juive, par la Bible chrétienne qui dit que les Juifs vont revenir sur leur terre. Il s'agit donc de quelque chose de tout à fait chrétien. Troisième point souvent oublié, le Saint-Siège a reconnu l'État d'Israël. En ce faisant, l'Église reconnaît que le peuple juif a droit à un État, comme tous les autres peuples de la terre. C'est pourquoi certaines prises de position se prétendant chrétiennes, je fais allusion notamment à Kéros Palestine et à d'autres évêques qui se prétendent chrétiens mais qui condamnent Israël d'une manière absolument insupportable. On ne parle pas de critiquer le gouvernement d'Israël, évidemment. On parle de critiquer le fait que les Juifs ont le droit à une structure étatique, une souveraineté politique, mais niant le lien du peuple juif à sa terre, sont contraires à l'esprit, à la lettre de Vatican II. Face à cela, il ne suffisait pas de se taire. Car lorsqu'une seule voix se fait entendre, celle qui critique Israël, elle finit par passer pour la voix officielle de l'Église. C'est pourquoi, avec une quinzaine de responsables théologiens chrétiens et juifs, issus de plusieurs pays, de France, d'Italie, d'Allemagne, du Brésil, etc., nous avons rédigé une déclaration commune, je fais partie de cette équipe, une déclaration volontairement sobre, recentrée sur l'essentiel, qui rappelle les fondamentaux théologiques et appelle au discernement, à la vérité et à la paix. C'est aussi une pétition qui est signée, qui a déjà bientôt 300 signatures depuis quelques jours, et qui va, à part ces 15 dignitaires, dont
de deux abbayes importantes, une en Israël, une abbaye aussi en Auvergne, qui ont pris la position et qui ont osé, des énormément d'archevêques qui ont soutenu ce projet, mais qui n'ont dit on ne peut pas signer en tant qu'on n'a pas l'autorité par le pape de pouvoir signer. Cette déclaration a été traduite en plusieurs langues, a déjà reçu des centaines de signatures, et des milliers de gens qui nous soutiennent mais qui n'osent pas mettre leur nom. Souvent les juifs ont peur de mettre leur nom sur une signature, malheureusement. C'est aussi un signe des temps. Cette déclaration à laquelle j'ai apporté mon concours avec mes humbles moyens est avant tout destinée à un public chrétien. C'est un message de chrétien à chrétien, au nom de leur foi, de leur responsabilité, de leur discernement. On l'a dit, c'est des chrétiens parlent aux chrétiens. Si j'en parle ce matin, chers auditeurs de Radio J, c'est aussi pour vous dire une chose essentielle et très très importante qu'on doit tous se penser. Il existe dans le monde des centaines de millions de chrétiens qui aiment le peuple juif, qui prient pour lui, qui souhaitent son bonheur partout où il se trouve et qui se réjouissent de le voir vivre librement et souverain sur sa terre, en Israël, qui partagent les souffrances du peuple juif, qui sont avec nous. On en entend partout à travers l'Europe, partout et notamment en France, des gens qui comprennent ce qu'on est en train de vivre. Et cette réalité existe, elle est souvent silencieuse, mais elle mérite aujourd'hui, plus que jamais, d'être entendue. Et nous commencerons cette revue de la presse israélienne de ce dimanche matin par le dossier iranien qui fait la manchette du Israël Hayom. Le journal mentionne en titre une révélation importante qui vient d'Israël et qui a été présentée apparemment aux Américains, contrairement aux propos de Donald Trump qui avait affirmé, on s'en souvient, avoir obtenu un arrêt des exécutions des opposants au régime. Israël fournit des preuves que ces exécutions se poursuivent bel et bien. Il s'agit bien sûr d'informations fournies par les services de renseignement israéliens. Danny Zaken indique qu'il y aurait même des exécutions massives et il précise que le dossier a été évoqué lors de la rencontre hier soir entre Binyamin Netanyahou, Steve Witkoff et Jared Kushner, une rencontre essentiellement consacrée au dossier de la bande de Gaza. Kushner et Witkoff sont arrivés hier en Israël. Le site N12 lui parle d'attente avant que Donald Trump ne donne l'ordre d'attaquer des cibles du pouvoir en Iran. Et cela se poursuit alors que l'on approche d'une opération américaine donc en Iran. Le journal nous montre en première page une grande photo du porte-avions Lincoln qui est toujours en route vers le golfe Persique. En première page, le Yediot Aharonot parle aussi de la démonstration de force de la flotte américaine et bien sûr il s'agit de l'armada autour du porte-avions Lincoln qui est composé de croiseurs armés de missiles Tomahawk et qui est en route donc vers le golfe Persique. Et puis les deux grands quotidiens israéliens, Israël Hayom et le Yediot Aharonot, annoncent ensemble en sous-titre qu'Ali Khamenei se serait réfugié dans un bunker souterrain de crainte d'une attaque américaine contre le palais présidentiel à Téhéran. En page intérieure, le Israël Hayom nous montre des photos des responsables du régime iranien qui sont actuellement dans le collimateur des Américains et peut-être aussi des Israéliens. On y voit entre autres Mohamed Papour, le commandant des gardiens de la Révolution, Amir Khatami, le chef d'état-major de l'armée iranienne, Ismail Kahani, qui est le commandant de la force Al-Quds au sein des gardiens de la Révolution, Ali Shamkhani, qui est le responsable du dossier nucléaire au sein du gouvernement, et Abed Arahmi Moussaoui, le numéro 2 de l'armée iranienne. Et bien entendu, en grand sur la photo, il y a Ali Khamenei, le guide suprême iranien, qui est hier parti donc se réfugier dans un bunker bien profondément enfoui sous terre, probablement quelque part dans le nord de Téhéran. Le Maariv explique qu'en Iran, on a compris que l'opération américaine était imminente et on a donc procédé à des changements à la tête du pouvoir, ce qui signifie qu'apparemment le fils d'Ali Khamenei aurait pris d'une certaine manière les pleins pouvoirs concernant donc le régime des mollahs. Et puis, dans le Yediot Aharonot de ce matin, Ran Simet écrit un éditorial, une analyse dans laquelle il affirme que la chute du régime des mollahs ne garantira pas obligatoirement la liberté pour le peuple iranien. Et selon lui, il est peu probable que le départ de la République islamique conduise à la démocratie dans le pays, en Iran. Il est plus probable que l'Iran replonge à nouveau dans une autre forme de régime autoritaire, comme cela a été le cas à l'époque du Shah. La manchette du Yediot Aharonot est consacrée ce matin au dossier de la seconde phase du plan Trump à Gaza. Le journal titre « Une course de relais en direction de la seconde phase » et en sous-titre, le Yediot Aharonot précise « Steve Witkoff et Jared Kushner sont donc arrivés hier en Israël et se sont entretenus avec Binyamin Netanyahou.
Quant au commandant de la CENTCOM américaine, l'amiral Brad Cooper, il est aussi arrivé hier en Israël et s'est entretenu, lui, avec le chef d'état-major Eyal Zamir à la Kiria. À l'ordre du jour, la réouverture du poste de passage de Rafah et la restauration de la bande de Gaza, et ce avant même que le dernier otage Ranvili ne soit restitué. Et un haut responsable israélien critique Witkoff et l'accuse d'avoir été celui qui a fait entrer la Turquie et qui est devenu donc d'une certaine manière aussi le lobbyiste du Qatar dans la bande de Gaza. Même la page d'ouverture du site du Maariv de ce matin est consacrée au dossier de Gaza et le site d'information du Maariv reprend une information du Guardian londonien selon laquelle les Émirats arabes unis vont investir dans un premier projet de reconstruction de la bande de Gaza, un projet qui devrait coûter la bagatelle d'1,8 milliard de dollars pour la construction de quelques 100 000 appartements. Il s'agit d'un projet de reconstruction essentiellement de la ville de Rafah, qui est actuellement sous contrôle israélien et qui a été totalement détruite, mais la population qui s'installera dans ces appartements devrait rester sous contrôle des forces israéliennes et disposer de cartes d'identité biométriques. Qu'écrivent les éditorialistes à propos du dossier gazaoui ce matin? Dans le Yediot Ahronot, le général Dani Van Biram considère que l'État d'Israël ne peut se permettre le luxe de mettre en danger sa sécurité dans le sud et n'a pas le droit de céder quant au dossier du désarmement de la bande de Gaza et du dossier de la restitution du corps de Ranvili. Il déplore que les gouvernements qui se débattent actuellement de la bande de Gaza, en particulier les États-Unis, ne prennent pas plus au sérieux les motivations religieuses des organisations terroristes palestiniennes. Mendror Yemini, lui, propose de donner une chance à la vision régionale de Donald Trump et il considère que dans une période faite d'incertitude, eh bien, les choses peuvent changer. Par exemple, si le régime iranien tombe, alors le Hamas sera considérablement affaibli. Que peut-on lire à ce sujet ce matin également dans le Israël Hayom? Lilar Chouval cite ce matin des responsables politiques israéliens qui affirment que l'absence de plan du gouvernement pour l'avenir de Gaza a conduit les Américains à imposer une solution qui ne peut convenir à Israël avec la présence des Turcs et le retour sur le devant de la scène de l'autorité palestinienne, sans que le Hamas ne soit pour l'instant désarmé et sans donc encore une fois la restitution du corps de Ranvili. Ariel Kahana, lui aussi, a remarqué que dans la première vidéo diffusée par le futur Premier ministre du gouvernement technocrate palestinien, Ali Shahat, il y a un drapeau de l'OLP et que cela doit déjà inquiéter l'État d'Israël. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, écrit pour sa part que dans le monde, selon Donald Trump, il faut payer des prix et même du côté de l'État d'Israël qui devra aussi payer les prix de ces derniers développements. Il écrit qu'Israël agit comme il faut en restant aux côtés des Américains, c'est vrai. Israël est obligé pour cela d'avaler quelques couleuvres, mais l'alternative, c'est-à-dire une crise ouverte avec les Américains, serait pire encore. Enfin, le site N12 de la chaîne 12 révèle que Binyamin Netanyahou n'a pas voulu que le président de l'État, Yitzhak Herzog, puisse participer à la fameuse photo de lancement du Conseil de la paix la semaine dernière à Davos. Le Premier ministre a pourtant donné son feu vert à la participation d'Israël à ce Conseil de la paix dans lequel, à part Israël et les États-Unis, on ne trouve pas le moindre pays démocratique, en tout cas pour l'instant. Mais selon le site N12 et la chaîne de télévision 12, donc, eh bien, le Premier ministre n'a pas donné son feu vert au président Herzog, qui était à Davos la semaine dernière pour participer donc au lancement officiel de ce Conseil, ce qui a créé des turbulences entre les bureaux du Premier ministre et celui du président de l'État, Yitzhak Herzog, à Jérusalem. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Amar. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas, ici en Israël en particulier, en France, je pense que l'information a été bien diffusée, c'est que vous êtes le nouveau président du consistoire de Paris. Et on vous souhaite d'abord Mazal Tov, beaucoup de Hatzlacha dans la gestion du consistoire de Paris, ce qui ne sera pas une chose particulièrement aisée. Mais d'abord, à votre élection, je voudrais nous rappeler comment vous avez été élu. Et bien entendu, on parle beaucoup de Joël Mergui, qui a été le président, on va dire, presque mythique du consistoire de Paris pendant près de 15 ans. Dites-moi si je me trompe, je pense au moins 15 ans. 20 ans. 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez d'abord comme sentiment après avoir accepté ces fonctions, avoir été élu à ces fonctions de président du consistoire de Paris ? Je suis avec Joël depuis 20 ans. J'ai toujours été le vice-président. Je l'ai suivi au consistoire de Paris
et aussi au Consistoire de France, où j'étais trésorier. Il restait 13 ans au Consistoire central et 20 ans au Consistoire de Paris. Nous avons toujours milité ensemble et nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons créé des synagogues, nous avons construit des centres d'études et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et tout le monde est au courant de tout ce qu'a bâti Joël. Joël, c'est un bâtisseur, c'est une personne qui a toujours gardé l'espoir pendant le Covid, pendant le 7 octobre. Il a toujours milité, il a toujours tenu haut et fort ce consistoire, comme vous le dites, difficile en ce moment, mais quand on a l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on s'en sort toujours. Alors, je suis sûr qu'on va sortir par le haut. Alors voilà, on va aller justement vers les perspectives de ce consistoire après avoir rendu hommage à Joël Mergui. Le consistoire de Paris, quelle est sa situation, y compris financière, et quelles sont ses perspectives pour l'avenir? Quels sont, on va dire, les défis qu'il doit relever face au changement dans la réalité, on va dire, de la communauté? Aujourd'hui, la communauté juive de France connaît un regain de tension, et vous le savez tous que il y a des endroits difficiles. Ce défi aujourd'hui, c'est de continuer à être solidaire de tous nos frères qui subissent cette tension aggravée par le conflit israélo-palestinien. Et nous allons toujours, nous ne les avons jamais lâchés, nous allons toujours les aider à continuer leur judaïté, et surtout nous militons pour la pérennité du judaïsme. Et dans les 100 synagogues que nous dirigeons, il y a une solidarité et il faut qu'elle continue. Alors maintenant, vous me dites les défis, c'est évident que nous allons un petit peu changer la donne. Nous avons accéléré la digitalisation de l'institution, et avec cette accélération, je l'espère, avec les 26 administrateurs qui travaillent ensemble, qui aujourd'hui, M. Joël Mergui a créé AJC, c'est le même mouvement. Ce même mouvement, aujourd'hui, nous appartenons tous les 26 administrateurs au même mouvement, c'est une première. Donc nous allons œuvrer ensemble dans l'unité pour relever ce défi et pour continuer à servir la communauté dans l'unité. Alors quels sont les défis que je veux rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ouais. Par exemple, vu de Jérusalem, on peut comprendre qu'il y a des changements. Il y a des changements de population dans la banlieue, on va dire une sorte de déplacement de population juive dans Paris, avec, on va dire aujourd'hui, tout le monde sait que le 17e, le Valois, l'Ouest parisien, c'est devenu quelque chose c'est devenu, on va dire, une véritable une communauté extrêmement puissante. Il y a des communautés de banlieues qui se sont affaiblies. Comment on gère ce genre de changement dans la réalité? Comment, par exemple, on va poser cette question, comment on gère les grandes synagogues de Paris qui ne sont plus, on va dire, au cœur des communautés juives qui ont été les communautés du XXe siècle? Alors, vous me posez une très bonne question. Et aujourd'hui, il y a un défi à relever. Ce défi, c'est l'affaiblissement de quelques synagogues. Enfin, quelques, je vous le dis quand même, une cinquantaine qui sont déficitaires. Pour relever ce défi, moi j'ai toujours eu confiance dans une chose, c'est l'étude. Alors vous allez me dire, mais comment faites-vous pour militer en rajoutant, je ne sais pas, vous savez, Rav Sitruk disait, quand les yeshivot sont tous déficitaires, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils s'en créent tous les jours. Alors, et ça continue, et l'étude
c'est ce qui sauve le peuple juif. La jeunesse, c'est ce qui sauve le peuple juif. Aujourd'hui, je voudrais que dans toutes les synagogues, tous les rabbins s'y mettent pour créer des points d'études. Et ces points d'études, vous allez voir, vont nous sauver tout notre système, plus les écoles. Je veux absolument développer la connaissance. Si on développe la connaissance dans notre peuple, alors cette unité va revenir et ce déficit n'existera plus. Alors, je prie aujourd'hui pour que Akadosh Baruch Hu nous aide à relever ce défi. Pourquoi je vous dis ça? J'ai créé un petit kollel dans le 16e arrondissement. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous avons 5 ou 6 rachés kollel qui sont dans ce kollel. Nous avons 200 personnes qui étudient tous les jours. Alors, si on pouvait, vous allez me dire, mais il y a un déficit, on aggrave le déficit. Pas du tout. C'est ce déficit-là, cette étude, cette connaissance, c'est elle qui nous aide et qui nous pousse vers l'avant et qui nous aide à sortir de ce déficit qui nous hante. Alors c'est effectivement louable cette volonté en tout cas d'instaurer plus d'études dans les communautés, dans les synagogues consistoriales, et c'est effectivement incontournable. Je voudrais avoir votre appréciation. On connaissait la position de Joël Mergui sur quant à la Aliyah, parce que ici, nous, ça nous préoccupe beaucoup et on est inquiet aussi parfois pour la communauté juive, les différentes communautés juives, la résurgence de l'antisémitisme. Et on parle souvent d'Aliyah ici sur Radio Kalita. On voudrait savoir quelle était votre position. Joël Mergui a instauré par exemple la cérémonie des Olim qui partent chaque année en Israël, qui font l'Aliyah, c'est-à-dire que ça faisait partie intrinsèque, on va dire, des valeurs et des activités du consistoire. Vous avez l'intention de persévérer dans cette voie ? Alors, je rappelle, mon cher ami, M. Daniel Alic, est-ce que vous vous rappelez que la première cérémonie des Olim, vous étiez présent et nous étions présents. Donc, on ne peut pas dire et on ne peut pas faire autrement. J'ai toujours été derrière Joël, je l'ai toujours accompagné dans cette mouvance et vous aussi. Puisque vous étiez la première, vous étiez là. Alors, nous continuerons à accompagner les Olim. Alors, très souvent, on me pose la question, mais plus il y a d'Olim, moins il y a de monde. Et oui. Plus... Écoutez, vous allez être étonnés. C'est comme je viens de vous dire tout de suite. Je viens de vous dire, mais c'est pas... Comment fait-on pour faire le déficit? Créons un autre déficit. Eh ben, ça, c'est le judaïsme. Plus il y aura des Olim, et plus... on a des personnes, on a des juifs qui se déclarent et qui viennent, comme le 7 octobre. Le 7 octobre nous a fait gagner beaucoup de monde dans nos synagogues. Et pourtant, d'autres sont partis. Et nous encourageons toutes les personnes qui partent en Israël et qui veulent faire leur aliyah. Il n'y a aucun problème. Nous continuerons dans cette voie. Et ça, c'est le judaïsme. Vous faites quelque chose, vous faites quelque chose, l'ishma, vous faites pour le bien, et Akadosh Baruch Hu vous récompense de l'autre côté. Eh bien, c'est effectivement un message extrêmement exaltant, en tout cas. On le voit, votre détermination, en tout cas, à user de cette botte secrète, on va dire, de l'étude de la Torah, du développement, et qu'effectivement, on espère bien entendu que le consistoire de Paris pourra parvenir à relever donc tous ces défis, effectivement. Merci beaucoup, David Amar, nouveau président du consistoire de Paris. On vous souhaite bonne chance et à bientôt, et Be'atzlacha pour votre mission. Merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur, un loup survient à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal, plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'agneau, que Sa Majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, répond l'agneau, je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Alors voilà, géniale fable. Et si vous vous demandez pourquoi je vous récite cette géniale fable, eh bien j'y viens. Ce qui est frappant avec cette histoire de loup et d'agneau, c'est le fait que le loup engage la discussion, puisqu'on se doute bien que l'agneau va être dévoré. Donc pourquoi discutailler ? Alors l'idée est simple, il ne s'agit pas seulement de tailler l'agneau en pièces, le loup tient à lui faire admettre que son sort est juste, et que sa mise à mort ne fera finalement que remettre un petit peu d'ordre dans le monde. Et ça en fait, c'est le principe de la tyrannie. La violence ne se contente pas de s'exercer, la victime doit reconnaître sa légitimité. Et vous savez, devant cette fable, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à notre époque, à cette tendance très contemporaine qui consiste à tolérer la violence sous prétexte que des arguments la soutiennent. Pour prendre un seul petit exemple, je pense à ce fameux manuel de révision du bac édité chez Hachette en 2024 et qui révise au passage l'histoire récente. On pouvait effectivement y lire que les victimes du 7 octobre étaient tout simplement 1200 colons juifs. Autrement dit, la violence s'inscrit dans un récit, ici décolonial, qui la rend intelligible, donc acceptable, voire défendable et juste. Et c'est exactement ce que cherche à faire le loup. Il ne fait pas que mordre, avant ça, il parle. Et là où on voit que c'est un faux débat, c'est à la fin. Quand les arguments du loup ont tous été écartés, eau troublée, berger et médisance, le loup fait appel à une raison abstraite. On me l'a dit, il faut que je me venge. Autre version finalement de, je ne sais pas de quelle mer et de quel fleuve il s'agit, mais j'ai entendu dire qu'il fallait combattre les sionistes. Débat absurde donc, mais qui cherche à requalifier moralement l'extrême violence. Cela dit, et sous cet angle, l'agneau ne nous paraît plus aussi minuscule et misérable qu'au début de la fable, parce que d'accord, il finit par être emmené au fond des forêts sans autre forme de procès, mais sans s'être reconnu coupable, sans jamais avoir plié. L'agneau, en n'étant pas un mouton, nous enseigne quelque chose de fondamental. La tyrannie s'exerce par le langage, mais c'est aussi par le langage qu'on y résiste. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour. Heureux de vous retrouver Cyril. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes directeur du département d'immunothérapie et doyen également de la faculté des sciences de la vie à l'université de Bar-Ilan. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur un sujet, une information qui nous est parvenue et que je vais vous demander de nous expliquer parce qu'on a bien besoin de votre éclairage pour mieux la comprendre. Et il s'agit d'une étude de l'université de Tel Aviv, de vos confrères de l'université de Tel Aviv, qui a permis de déterminer comment notre cerveau améliorait l'efficacité des vaccins. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, on s'est parlé à de multiples reprises au moment de l'épidémie du Covid, on a parlé des vaccins à l'époque. Ça veut dire que notre cerveau est capable d'amplifier, on va dire, le pouvoir des vaccins ? Oui, dans un sens, c'est-à-dire que il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce que l'on sait depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un lien entre évidemment les messages cérébraux, l'état en fait de notre pensée et l'état aussi de nos aspirations, et j'y reviendrai, et aussi les fonctionnements de base physiologiques. On connaît évidemment l'envers de la médaille, par exemple le stress. On sait très bien que le stress affaiblit les défenses immunitaires, c'est assez connu. Pourquoi le stress ? Parce que le stress, en général, c'est la cause de la cortisol et d'autres, stéroïdes qui sont libérés dans notre corps de manière instinctive. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais aussi ces stéroïdes peuvent aider, par exemple, une réponse physiologique lorsqu'il faut fuir, lorsqu'il faut courir. On parle évidemment de programmation ancestrale dans notre corps. Et en fait, lorsqu'il y a stress,
on sait que cela affecte le système immunitaire, on sait que cela affecte la fertilité, etc. De l'autre côté, c'était moins, je dirais, prononcé. Est-ce que les bonnes intentions, les bonnes pensées, ou comme il a été dit ici, le système de récompense dans notre cerveau peut favoriser une bonne réponse du système immunitaire? Et c'est le travail, en fait, de ma très bonne collègue que je connais déjà depuis plusieurs années. On avait fait nos études ensemble, Assia Rolls et d'autres personnes, où en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 85 personnes et dans un sens, ils ont fait ce qu'on appelle un IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ont, je dirais, cartographié leur cerveau et les ont encouragés à penser à de bonnes choses. C'est surtout, je dirais, un système d'attente. Vous savez, c'est un peu comme les fiançailles. Avant le mariage, on est très, je dirais, en très bonne, j'espère pour tout le monde, on est en très bonne humeur et on pense à ce qui va arriver, mais de manière positive. Donc, on est très optimiste. Et donc, en favorisant, par exemple, ces pensées chez les sujets qui ont été étudiés et après en les vaccinant contre l'hépatite, ce qu'il a été noté, c'est qu'il y avait une hausse du nombre d'anticorps chez ces personnes. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, que on va dire, les gens les plus optimistes, ceux qui croient en un vaccin, eh bien, ont plus de chances d'être immunisés que ceux qui n'y croient pas? C'est-à-dire, si vous venez pour vous faire vacciner en disant « bah oui, on n'y croit pas vraiment au vaccin du Covid comme c'était, il y avait à l'époque de l'épidémie », alors l'impact du vaccin est moindre. Oui, alors donc c'est pas tout blanc et tout noir, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a d'autres facteurs qui régissent cette réponse immunitaire. Je vous donne un exemple. Justement, c'était il y a assez récemment une très belle étude qui a prouvé que le sommeil, un bon sommeil avant une vaccination, permettait d'avoir une réponse immunitaire beaucoup plus, je dirais, importante. Donc, on pense aussi aux enfants. Par exemple, si les enfants doivent se faire vacciner avec tous les vaccins que l'on connaît, la rougeole, les oreillons, la coqueluche, etc., il est bien d'avoir une bonne nuit de sommeil, 1 à 2 nuits de sommeil avant le vaccin. Donc ça, on connaissait plus ou moins. Donc il y a plusieurs facteurs qui encouragent cela. Mais c'est pas tellement croire au vaccin. C'est pas, je dirais, de manière directe, l'effet placebo, c'est lié. C'est plus avoir une attente positive. Dire ce vaccin, par exemple, va m'aider, ou je m'attends à avoir de bons résultats, etc., etc. C'est un peu comme... par exemple, lorsque l'on a des malades du cancer qui ont aussi, s'ils sont plus optimistes, ils ont plus de chances de guérir que s'ils sont plus pessimistes? Alors, ce qu'il faut dire, ça pourrait être lié, une fois de plus. Vous savez qu'une de mes spécialités, c'est la réponse immunitaire contre le cancer. Mais comme je vous le disais, il y a de manière sporadique des cas qu'on connaît, où par exemple quelqu'un a été diagnostiqué et tous les jours il a vu des comédies au cinéma et puis il s'est remis de son cancer. Mais c'est un cas sur 1 million, etc. Donc on ne laisse pas, je ne pense pas que la réponse immunitaire ou je dirais l'amplification, comme vous l'avez mentionné plus tôt, l'amplification de cette réponse immunitaire est suffisante, par exemple, pour vaincre le cancer. Et il serait mieux, par exemple, d'arrêter de fumer. Ça, c'est beaucoup plus de résultats. Alors, il y a peut-être un petit paradoxe. Vous nous disiez, il vaut mieux se reposer, aller dormir tôt et être plus serein avant une vaccination. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire c'est d'avoir une conduite à un moment précis, alors que le vaccin, normalement, il doit avoir un impact, un effet sur une période prolongée. Dans un sens, c'est vrai, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est très important, c'est le début ou l'enclenchement de la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'il y a en fait un laps de temps, lorsque l'on injecte un vaccin, pendant lequel ce vaccin, entre guillemets, est actif et stimule les réponses immunitaires. Ça dépend une fois de plus du vaccin, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous savez, par exemple, on dit souvent que lorsque on vaccine un enfant, il peut y avoir entre guillemets, des effets secondaires ou peut-être un peu de fièvre ou un état fébrile pendant 24 heures, 48 heures. Donc c'est en général la période d'amorce de la réponse immunitaire. Et puis après, tout doucement, la mémoire immunitaire se forme. En général, c'est souvent après une dose de rappel. Et donc, c'est à ce moment critique, entre guillemets, qu'il faut encourager la réponse immunitaire de manière ponctuelle pour avoir un effet prolongé. Alors concrètement, comment on traduit ces résultats dans la réalité? C'est-à-dire qu'avant chaque vaccin, on va nous suggérer d'aller dormir plus tôt ou d'autres conseils de ce type?
Bon, une fois de plus, ce n'est pas, comme je disais, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas parce que vous avez une nuit de 5 heures de sommeil et que vous êtes ce jour-là assez, je dirais, comment dire ça, anxieux parce que peut-être il va y avoir de mauvaises choses au travail ou quoi que ce soit, que cela va diminuer de manière totale votre réponse au vaccin. Non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est peut-être une manière d'améliorer les effets de quelques pourcents, d'un certain pourcentage de l'efficacité de ce vaccin. Quoi qu'il en soit, justement, bien que cela n'a pas été, je dirais, explicitement montré dans cette étude, on pense à certaines méthodes de méditation, certaines méthodes de mindfulness. Je ne connais pas le terme en français, mais enfin, c'est une sorte de méditation pour justement, surtout pour les personnes qui ont à la base une réponse immunitaire faible, justement pour les aider à avoir une réponse immunitaire normale. Alors, je vais profiter. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur ces recherches importantes. Et je voudrais profiter de votre présence sur l'antenne pour faire un point. On est au cœur de l'hiver. Une période où il fait vraiment il commence à faire bien froid en Israël, en particulier à Jérusalem où nous nous trouvons. La grippe, c'est aujourd'hui, le phénomène, il est plus marquant que les années précédentes. Alors, ce qu'on a eu avec la grippe, c'est qu'on a eu une grosse, je dirais, une grosse saison de grippe qui a débuté même un mois et quelques plus tôt que d'habitude. Et donc, cela, malheureusement, on a vu, une fois de plus, des enfants qui sont décédés de la grippe. Il faut rappeler que les personnes à risque ou les groupes à risque en ce qui concerne la grippe, ce ne sont pas seulement les personnes âgées, mais aussi les enfants en dessous de l'âge de 6 ans, les femmes enceintes, les personnes avec des comorbidités, etc. Donc, on a vu une amorce assez forte de la grippe. Là, on a vu une stabilisation et on commence justement à voir la descente. Mais comme vous le dites, lorsqu'il fait frais, les gens sont en général à l'intérieur, dans des pièces qui sont, je dirais, en général mal aérées, et cela facilite, une fois de plus, la contamination. Donc, faire très attention, surtout pour les personnes qui sont à risque. Bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en particulier donc sur cette enquête de vos confrères et consoeurs de l'université de Tel Aviv sur la capacité de notre cerveau à réagir par rapport ou à amplifier, on va dire, l'effet du vaccin. J'espère avoir bien traduit cette recherche en une phrase. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci à vous aussi. Au revoir.